Vous allez assister à un two-woman show avec un robot. Le robot, il est sur la petite table et il fera timekeeper, vous verrez tout à l'heure. Le but, c'est de vous donner un maximum de clés pour comprendre comment est fait un robot, des pieds à la tête. Donc à la fois au niveau du hardware, donc toute la partie mécanique, les engrenages, les moteurs, les machins, les trucs, et dans la tête avec la partie intelligence artificielle. Donc c'est pour ça qu'on est deux aujourd'hui. La partie tête sera représentée par Amélie, qui est docteur en intelligence artificielle, Chief Scientific Officer chez Umano, qui conçoivent des logiciels d'interaction pour les robots sociaux. Et la partie body et hardware par moi-même, ingénieur méca et production, et Chief Technology Officer chez Ease Robotics, une autre boîte lyonnaise qui, cette fois-ci, fabrique des robots. Fabrique surtout un robot, celui-ci, Easy, qui est un robot kiosque interactif. Et donc pourquoi est-ce qu'on fait cette conférence ensemble? Parce que on est les deux H de la robotique lyonnaise. Et on fait beaucoup de choses ensemble, comme par exemple partir au CES et passer une super semaine entre robotique, innovation et Las Vegas. Voilà. On va commencer par la base. C'est quoi un robot? Pour vous, c'est quoi un robot? Je demande première interaction avec la salle. Levez la main si vous savez ce qu'est un robot. Si vous bossez dans la robotique, vous ne levez pas la main par contre. On les voit là-bas, ceux qui bossent dans la robotique. Ok, on n'a pas de main levée. Pas de main levée. Pas de main levée, ça veut dire que tu as la difficile tâche d'expliquer ce qu'est un robot. Voilà. Mais j'ai un micro qui ne marche pas. Qui est allumé, tout ça. Allô, allô? Bon, c'est pas grave, je vais parler ici. Donc, personne ne veut se lancer à donner une définition de ce que c'est qu'un robot? Bah, super. On va pas avancer beaucoup si vous participez pas, parce qu'on a prévu une conf dans laquelle vous allez être impliqués. Alors, pour vous donner une définition simple, un robot, c'est un objet physique. C'est important, s'il n'y a pas d'objet physique, il n'y a pas de robot. Tiens, hop. Je fais diversion en fait, c'est pas que j'ai des trucs à vous raconter, c'est que je joue la montre. Qui est capable d'une forme d'autonomie. Moi, je m'intéresse à l'intelligence artificielle, donc j'aime bien aussi qu'il soit capable d'une forme d'adaptation. Et idéalement, on aimerait bien qu'il soit capable aussi d'une capacité, enfin qu'il ait une capacité d'apprentissage. Alors, on vous expliquera les détails tout à l'heure. Pour l'instant, je ne voudrais pas spoiler le reste de la conférence. Oui, c'est comme Game of Thrones, en fait. Quand on est spoilé, après, ça se passe super. Qu'est-ce qu'il y a dans un robot? Bonne question. Alors, moi, je sais ce qu'il y a d'un point de vue logiciel. Il y a des scripts dans les robots que vous voyez actuellement. Et ce qui m'intéresse plutôt, c'est de vous raconter ce qu'il y aura plus tard dans les robots. Et j'en reviens à ce que je vous ai raconté. Autonomie, adaptation, apprentissage. Par contre, si vous voulez savoir ce qu'il y a mécaniquement dans un robot, électroniquement, électriquement, physiquement, je vous laisse avec la spécialiste. Alors, pour nous, c'est une vraie réponse d'ingénieur que je vais vous faire, mais c'est une réponse qui structure, nous, notre mode de fabrication d'un robot. Un robot, il doit être capable de percevoir le monde. Donc déjà, il a toute une batterie de capteurs qui sont identiques à nos yeux et à notre sens du toucher, etc. Donc il a une batterie de capteurs. Après avoir perçu sur le monde, il doit être capable de se faire un modèle dans sa tête de ce qu'est le monde et de savoir ensuite l'interpréter, et de savoir comment il réagit. Pour les humains, ça c'est notre partie cerveau, c'est ce qu'il y a dans notre tête à nous. Donc, dans la partie robot, ça s'appelle un processeur, un ensemble d'informatique qui lui permet de processer l'information qu'obtiennent les capteurs. Et ensuite, un robot, il va avoir une action sur le monde. Ce qui fait que, pour nous, notre action sur le monde, elle est faite par nos jambes, par nos bras, par tout ce qu'on est capable de faire en tant qu'humain. Quand on prend une tasse de café et qu'on la boit, on a une action sur le monde. Donc, chez un robot, ça s'appelle des actionneurs. La langue française est plutôt bien faite. J'ai une action, j'ai des actionneurs. Donc, c'est les moteurs, c'est les roues. C'est tout ce qui fait qu'un robot va pouvoir, au final, être visible et pouvoir changer le monde dans lequel il est. Bon. C'est pas tout ça. Mais en fait, c'est une conférence qui est plutôt interactive et on a prévu un espèce de jeu avec vous. C'est-à-dire que vous allez,
nous poser des questions. Et comme on sait que vous êtes un petit peu timide, on a prévu un jeu des 7 familles, avec 4 familles de questions. On va prendre 3 volontaires autodésignés pour venir avec nous sur scène et nous poser des questions qui ont déjà été écrites dans notre carte des 7 familles. Enfin plutôt 3 grandes familles. Première question, comment ça marche ? Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur comment est-ce qu'un robot marche. Deuxième question, compte les gens des idées reçues. Ça, c'est la partie où on se pose la question, est-ce que le robot va piquer nos emplois ? Est-ce qu'il n'y a que des femmes dans la robotique ? Comme nous avons 100% de la robotique lyonnaise représentée ici, en effet, je peux vous dire tout de suite, il y a des femmes dans la robotique. Et après, la vraie vie. Comment est-ce qu'on met des robots dans la vraie vie ? Comment est-ce que ça réagit ? Et après, on a une version bonus. Tout ce que vous avez voulu savoir, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les robots sans jamais le demander. Et en fait, il va falloir s'adresser aux bénévoles parce qu'ils ont des petites cartes vierges sur lesquelles vous pouvez inscrire vos questions qui nous seront ensuite données comme bonus à la fin de la conf. Voilà. Donc on a vraiment besoin de 3 volontaires. Là, j'aimerais bien voir 3 personnes qui se lèvent. Ne soyez pas timides. Les cartes sont sur les fauteuils et on vous attend. Le problème, c'est que si personne se lève dans la prochaine minute, la conf est finie, quoi. Donc, voilà, parfait. Oui. Un homme, une femme. Qui sera le 3e ? Parfait, allez-y. On est content de vous accueillir. Alors, le temps que vous vous installiez, le premier arrivé peut choisir son deck, c'est déjà pas mal. Le temps que vous vous installiez, donc sur la table, on a mis un petit robot qui s'appelle Cosmo. Ce petit robot, ça va être notre maître du temps. La règle du jeu est simple, c'est-à-dire que vous allez nous poser des questions. On va essayer d'y répondre. Quand nos chers interlocuteurs en auront assez entendu ou qui voudront qu'on passe à autre chose, il leur suffira de taper sur le cube qui est sur la table. D'ailleurs, si quelqu'un veut bien faire un test et taper sur un cube, il faut taper... Ah voilà, c'est bon. Et Cosmo va nous prévenir que notre temps de parole est bientôt fini. Et quand il s'énerve comme ça, c'est que c'est la fin de la conférence. Enfin, c'est la fin de la réponse à la question. Ok ? Donc vous êtes maître du temps et vous posez les questions. Et merci de nous avoir rejoints sur scène. Un grand merci. Bon, alors on va faire les présentations. Vous êtes ? Je m'appelle Cyril. 20-20 pour les intimes. Enchantée. Sarah. Enchantée. Marie. Super. Eh bien, merci Cyril, Sarah et Marie de nous avoir rejoints sur scène. Pour une fois, on est une conf vachement paritaire. Je suis super contente. Bon, comme quoi, donc Cosmo vient de décider de s'endormir. La légende, comme quoi les robots, ça travaille 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7, 365 jours par semaine, est vraiment fausse. Alors, les aléas de la technique. Hop. Je vous propose de prendre connaissance chacun de vos cartes. Et dès que vous êtes prêts à commencer, allez-y. On vous attend. Alors, j'ai une question. C'est pas trop difficile pour les personnes âgées d'interagir avec un robot ? Alors, donc, pour le public, sur les cartes, ils ont des petits dessins pour savoir à qui est adressée la question. Il y a nos photos, en fait. Donc, tu l'adresses à qui ? C'est toi qui commences alors, parce que moi, il faut que je répare Cosmo. Ok. Alors, moi, j'ai commencé dans la robotique en faisant un projet de recherche avec un robot qui, justement, était pour les personnes âgées. Donc, avant de commencer quoi que ce soit, on a fait un focus group, on a interviewé des personnes âgées pour savoir qu'est-ce qu'elles voulaient faire avec un robot, et surtout, comment devait être le robot pour ne pas leur faire peur. Et globalement, le robot devait être mignon, blanc, pas trop agressif, et si possible, avec une forme d'animal. Donc, on a fait un pingouin robot peluche. Donc ça marchait plutôt bien. Mais globalement, construire un robot pour les personnes âgées, c'est la même chose que construire un site web pour les personnes âgées. Il faut juste faire attention aux besoins des gens. Donc site web, vous allez mettre des boutons plus gros, vous allez mettre des couleurs, vous allez penser à l'accessibilité, etc. Et bien nous, on fait pareil pour les robots. On fait en sorte qu'ils ne fassent pas peur. Et au final, ce qui bénéficie à la personne âgée va bénéficier à tout le monde. Alors, c'est une question que j'aime beaucoup aussi. C'est un peu normal, on les a écrites. C'est pour ça, posez vos questions, parce que sinon, ça va faire un peu déjà vu. C'est une très bonne question, parce que les personnes âgées, c'est des gens qui ont été habitués toute leur vie à interagir avec des individus. Les jeunes de nos jours, Cosmo, on parle. Les jeunes de nos jours, ils sont habitués au virtuel, ils sont habitués au non physique.
Qui c'est qui m'a coupé la parole? C'est pas gentil. Ils sont habitués au non-physique, ils sont habitués aux réseaux sociaux, à l'absence de matérialité. Et c'est pas vrai chez les personnes âgées. Et ce qui est intéressant avec un robot, c'est que le robot n'est qu'une coque, sans offense, hein, qui va matérialiser une forme d'intelligence, une forme d'accompagnement, une forme d'émotion. Et les personnes âgées ont beaucoup plus de facilité à interagir avec une machine physique qu'avec un simple device, une tablette, un site web qui leur passe complètement au-dessus de la tête parce que ça ne fait pas partie de leur réalité. Donc non, c'est pas trop difficile. Après, il est vrai que pour certaines personnes âgées, c'est gênant d'interagir avec un robot parce que c'est pas un humain et ça essaye de se comporter comme si c'était un humain. Alors je mets des gros guillemets autour de comme si, hein, mais on a quand même des codes partagés, les émotions, la voix, le langage. Et certaines personnes n'acceptent pas ça. Ceux qui l'acceptent ont beaucoup de facilité à interagir avec des robots. Au final, c'est comme l'électroménager dans une cuisine. Moi, je connais des gens qui adorent se servir d'un Thermomix. Moi, je suis dans la robotique, je ne veux pas me servir d'un Thermomix, je m'en fous. Moi, j'ai envie de couper mes légumes moi-même, de faire ma soupe, etc. etc. Ok, c'est bon, c'est fini. Alors moi, la question, c'est comment ça pense un robot? Ça, c'est pour toi. Comment ça pense? Merci, pardon. Merci pour la question. Alors, je vais essayer de démystifier un petit peu tout ce que vous voyez, entendez sur la robotique. Mais non, Cosmo, pas maintenant. Ce que vous voyez sur la robotique... Ah, tu caches Cosmo? Non, mais c'est qu'il se réveille, en fait, je viens de leur démarrer. T'as raison, on va l'éteindre. Bon, je reprends, excusez-moi. Cosmo, ça suffit. Voilà, je vais essayer de démystifier ce qui se passe ici. Actuellement, les robots sociaux que vous voyez ne sont pas dotés d'une intelligence artificielle avancée. La plupart des robots qui fonctionnent comme n'importe quel programme informatique, parce qu'il a été programmé par des gens qui savent faire, et les comportements que vous observez sont essentiellement des comportements scriptés. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, l'interaction avec un robot est assez rapidement décevante, parce qu'on a beaucoup d'attentes par rapport à ces machines. On se dit, bah tiens, c'est une machine qui est capable d'émotion, qui est capable de me parler dans un langage qui est le même que le mien, et donc on s'attend à pouvoir avoir une conversation en français courant avec ces machines. C'est pas possible parce que, comme je viens de vous le dire, c'est scripté. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans la tête des robots à l'avenir? Alors ça commence à venir un petit peu, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle en ce moment. On a déjà résolu un problème important qui est le problème de la perception, c'est-à-dire que même si un robot n'est pas capable de dialoguer avec vous sur la base de la langue naturelle, il est quand même capable de percevoir une grande partie de son environnement, par exemple de reconnaître que vous êtes un humain et pas un chat, ce qui est déjà pas mal. Il est capable de compter le nombre d'humains qu'il a en face de lui, il est capable de vous suivre du regard, donc ça c'est des techniques d'intelligence artificielle qui sont liées à la perception, qui sont des problèmes résolus. On a d'autres problèmes résolus qui sont les problèmes de perception du langage. Donc quand vous parlez, un robot est capable de comprendre ce que vous dites. Et là-dessus, on est déjà beaucoup moins bon que pour la perception visuelle. Et ce qui va augmenter au fur et à mesure, la forme d'intelligence artificielle qu'on va mettre dans les robots dans les années à venir, c'est lié au fait qu'on va être de plus en plus capable de comprendre le contexte d'interaction. C'est-à-dire savoir que vous êtes une personne et vous n'êtes pas la personne d'à côté, que vous avez déjà transmis telles et telles informations au robot, ce qui va lui permettre de mieux en mieux comprendre quelle est votre quête, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la perception du contexte sur le long terme. On travaille aussi beaucoup sur ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que le robot puisse comprendre non seulement ce que vous dites, mais comment vous le dites. Est-ce que c'est de l'ironie? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est du mépris? Est-ce que c'est de la gentillesse? Est-ce que vous êtes en train de parler à votre voisin et que ça ne le concerne pas? Donc tout ça, c'est des sujets sur lesquels on va travailler à l'avenir. Tu veux Amélie, je peux poser une question? Bien sûr, Sébastien. Qu'est-ce qu'un robot peut faire à ma place aujourd'hui et quand est-ce que j'en aurai un à la maison? Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu, on va répéter la question. Qu'est-ce qu'un robot peut faire à notre place aujourd'hui et quand est-ce qu'on en a un à la maison? Alors moi, j'en ai déjà un à la maison de robot. Moi, j'ai un Roomba qui me fait le ménage. Enfin, il passe l'aspirateur. Et comme il n'est pas parfait, il laisse toute la poussière dans les coins. Et surtout, quand mon chat s'assied dessus, le Roomba meurt. Parce que mon chat est moitié chat sauvage et qui fait 15 kilos.
Voilà. Donc clairement, pour l'instant, donc les robots existent et sont à la maison. Typiquement, Cosmo, qui est un objet, une fin d'objet de recherche de Stanford qui a mis 8 ans à naître, existe, peut être acheté à 150 € sur Amazon et peut être à la maison. Il apprend à vos enfants à coder et surtout, c'est un adorable compagnon quand il n'est pas en train de bugger. Voilà. Voilà. Et après, pour la question, qu'est-ce que les robots vont faire à notre place ? C'est une question qui est un petit peu éthique. Et moi, j'ai envie de dire, moi, je veux que le robot fasse à ma place toutes les tâches que j'ai pas envie de faire. En fait, toutes les tâches qui sont dignes d'un robot et pas dignes d'un humain. Donc, tout ce qui est extrêmement répétitif, extrêmement bas niveau. Moi, ce que je veux, c'est parler à des gens, me ressourcer, apprendre, m'occuper de ma famille. Bon, j'ai pas d'enfants, mais voilà. Globalement, potentiellement, j'ai envie de faire des choses d'humain et j'ai envie de laisser tout le travail de merde à des robots. Merci. Je vais juste... on retient. Alors, j'ai une requête avant de te répondre, Sébastien. J'aimerais bien que tu l'écrives sur une carte, ta question, parce qu'elle est très bien et elle vient compléter notre deck pour la prochaine conf sur le sujet. Il y a un bénévole qui arrive pour t'enfiler une. Je voudrais juste apporter des compléments de réponse à ce qu'a dit Jade. La première chose, c'est que nous, on dit qu'on fait de la robotique sociale pour s'inscrire par opposition à la robotique industrielle. Je dis souvent que les robots qu'on fait, c'est des robots qui sont là pour dire, pas pour faire. En robotique industrielle, on a des bras robotisés qui font des tâches sur des chaînes de montage. Enfin, vous avez tous la vision du bras KUKA qui va monter votre portière de voiture. Nous, nos robots, ils ne sont pas capables, à l'heure actuelle, les robots sur lesquels on travaille, ils ne sont pas capables de porter une bouteille d'eau et d'aller verser un verre d'eau à ma grand-mère pour s'assurer qu'elle s'hydrate. Voilà, le sien, il n'a pas de bras, donc pas de verre d'eau. Puis c'est pas marrant d'arroser un robot, je vous le conseille pas. Après, on a des problèmes avec les constructeurs, tout ça. Tout ça pour dire qu'actuellement, les robots sociaux sur lesquels on travaille, on ne cherche pas à leur donner des capacités physiques. Donc à la question « qu'est-ce que ces robots peuvent faire à ma place ?», la réponse aujourd'hui n'est pas grand-chose. Et d'ici à ce qu'on ait des robots qui soient des assistants ménagers pour nous ou des accompagnants physiques pour les personnes âgées, il y a encore des années et des années de travaux de recherche, d'expérimentation à faire. En revanche, sur l'aspect social, le robot apporte déjà beaucoup sur tout ce qui est service au sens... alors je ne vais pas vous faire le laïus sur la maison connectée, mais les prochains robots sociaux qu'on va avoir, c'est plus des aspirateurs, c'est l'avatar physique de votre téléphone portable pour allumer vos lumières quand vous arrivez dans votre salon. Au lieu de dire à votre téléphone allume les lumières, vous direz à votre robot allume les lumières dans mon salon. Donc il y a déjà toute cette interface avec la maison connectée, le bureau connecté si on veut. Il y a toute cette interface de service avec tout ce qu'on peut trouver sur le web. Ce qu'on fait, c'est par exemple, nous on fait des robots d'accueil dans des entreprises où les robots sont capables de se connecter dans une certaine mesure au système d'information de l'entreprise et de restituer vocalement des informations plutôt que d'avoir à les chercher sur un site web, ce qui est plutôt pas mal. Et puis il y a toute la partie divertissement qui est à ne pas négliger parce que c'est ce qu'on aime, nous les humains, se divertir. Et pour l'instant, c'est ce qu'on arrive à faire au mieux sur des robots. Il y avait une autre question dans le public. Alors, un monsieur par là-bas avait une autre question dans le public. Ah, trop bien. Donc ça veut dire qu'elle nous reviendra après. Alors, une question de votre côté ? Alors moi, j'ai une petite question pour Amélie. Est-ce que ça rêve, un robot ? Très jolie question. Cosmo, à chaque fois que je prends la parole, me la coupe. C'est pas très grave. Alors, est-ce que ça rêve un robot ? Non, clairement. En revanche, le rêve, c'est un concept qui est très utilisé en intelligence artificielle. Nous, les humains, on pense qu'on rêve, enfin, on appelle le rêve le fait que lorsque l'on dort, l'activité cérébrale change par rapport à l'activité que l'on a quand on est éveillé. Et le rôle de cette activité cérébrale qu'on a lorsqu'on dort est de structurer les informations acquises dans la journée pour en fabriquer des connaissances qui vont nous être utiles ultérieurement. Exemple typique qui est donné par les neurologues, c'est par exemple si je me brûle dans la journée, je vais avoir un souvenir très vif de cette brûlure. En revanche, le lendemain, je ne me souviendrai pas forcément de tous les détails. Je ne me souviendrai pas de la couleur de la plaque sur laquelle je me suis brûlée. Je ne me souviendrai pas du geste que j'étais en train de faire. Par contre, pendant la nuit, ce que j'aurais construit, c'est l'association
de neurones qui se dit quand c'est chaud, il ne faut pas mettre la main. Même si je ne me souviens pas de tous les détails. Et c'est comme ça qu'on fait tout. On n'a pas de souvenirs à l'identique, comme si on filmait la scène, mais on a des constructions de ces souvenirs. Et en intelligence artificielle, donc on a beaucoup d'approches différentes pour résoudre des problèmes, mais une des approches qui est très étudiée actuellement, c'est la problématique qu'on appelle de l'abstraction, c'est-à-dire comment on fait à partir de situations réelles pour abstraire des connaissances qu'on va pouvoir réutiliser dans des situations qui sont légèrement différentes. Et pour implémenter ce principe d'abstraction, on utilise des mécanismes qu'on pourrait considérer comme analogues aux mécanismes du rêve. Et dans les robots, comment ça se passe concrètement ? On fait exécuter des actions dans le monde physique aux robots, et ensuite on va construire autour de ces actions des variantes qu'on va exécuter en simulation, parce que ça prend des heures de les faire en réalité et que ça prend des minutes de les faire en simulation. Et en pratique, en fait, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on fait rêver le robot avant de passer au monde réel, parce qu'on peut, parce qu'on sait construire les simulateurs. Donc oui, ça rêve pour les besoins des chercheurs en intelligence artificielle. C'était juste pour moi. C'était ta question. On a une question du public. Alors, on a une question du public. Comment travaillez-vous l'interaction et l'expérience ? Comment choisissez-vous la personnalité ou la forme ? Alors là... Je peux préciser un petit peu, si vous voulez. Vas-y. Vous avez choisi une forme d'art. C'était quoi, quel animal déjà pour les personnes âgées ? Alors, on a choisi un pingouin, mais on aurait pu choisir n'importe quelle forme. On aurait pu choisir un gros lapin. Ou, voilà, pour les personnes âgées, on avait... donc il fallait qu'il soit doux parce qu'elles aimaient beaucoup toucher le robot, avec une forme d'une dominante blanche, petit, c'est-à-dire qu'il fallait le poser sur une table. Donc c'est pour ça qu'on a fait un pingouin peluche, parce que d'autres chercheurs avaient déjà fait un lapin. Voilà. Grosso modo, à un moment, il fallait faire un pingouin peluche, on aimait bien, on était un petit peu geek, ça nous rappelait la mascotte de Linux. Voilà. Mais c'était il y a 10 ans. Là, aujourd'hui... je peux vous dire comment est-ce qu'on s'est basé, nous, pour faire le robot qui est là. Ce robot-là, on avait des prérequis, c'est-à-dire que c'est un robot borne d'information pour les lieux publics. Donc, il fallait qu'il soit vu de loin. Hop, 1,50 m. Parce que s'il est plus grand que les gens, il va commencer à leur faire peur. Donc, il fallait qu'il soit plus petit que la moyenne de taille, globalement, des gens en Europe. Il fallait qu'il ait un grand écran pour pouvoir mettre plein d'informations dessus. Donc, on lui a fait un grand écran. Il fallait qu'il soit mobile. Donc, on lui a fait une base avec des roues. Et il fallait qu'il soit mignon et puis qu'il suscite l'empathie. Donc, il fallait qu'on puisse lui faire un visage. Mais il ne fallait pas qu'il soit trop humain, parce que sinon, dans notre mentalité d'occidentaux, en fait, ça nous fait peur. Quand quelque chose ressemble trop à l'humain, mais n'est pas totalement humain, donc n'a pas les réactions auxquelles on s'attend, on est mal à l'aise. Ça s'appelle la vallée de l'étrange. Donc, on a décidé de lui faire juste 2 grands yeux à la Wall-E, parce que on est tous fans de Wall-E, et on est tous fans de Cosmo. Cosmo a à peu près le même type. On a décidé de lui faire des yeux sur un écran, parce que comme ça nous permettait de pouvoir lui faire cligner des yeux super facilement, que les yeux se transforment en petits cœurs quand il voit quelqu'un et qu'il lui indique que « Oh, salut, je t'ai vu, humain ». Et d'avoir aussi une petite tête qui bouge. Il fallait que la tête bouge d'un côté et de l'autre, parce que chez nous, chez l'humain, c'est le signe de l'empathie. Regardez-vous, remarquez juste quand vous êtes en conversation avec une personne et que vous êtes en train de la regarder, jamais notre tête est droite. Là, par exemple, on le voit, notre tête n'est pas droite. Et bien pour le robot, il fallait que ce soit pareil. Et il fallait aussi qu'il puisse dire oui. Moi, mon robot, je voulais qu'il dise oui et pas non, parce que s'il dit non, c'est-à-dire qu'il est en train de ne pas donner l'information à la personne. Donc voilà, bien sûr, il va dire oui et puis pas non. Donc c'est tout ça qui a fait qu'on a construit un robot d'1,50 m à dominance blanche, parce que le blanc, c'est la technologie, les gens sont plutôt habitués, le blanc, ça ne fait pas peur. Hein. Si mon robot était tout noir, je ne pense pas que les gens iraient vers lui. Et puis on a cherché aussi une petite dominante de couleur qui fasse technologique, et par un détour du salon de l'auto, on a vu la nouvelle BMW électrique blanche et bleue, et puis on s'est dit, blanc et bleu, ça marche pas mal. Donc on a fait ça. Et donc on a fait ce grand robot avec un grand écran, 1,50 m, un petit peu au doigt mouillé, mais on s'est aidé d'une super designeuse japonaise qui a bossé chez Fujitsu, et donc qui avait l'habitude de faire des produits grande consommation.
Et donc elle a transformé notre cahier des charges extrêmement technique de il faut un grand écran, 1,50 m, une tête qui bouge de droite à gauche, mais il faut qu'il soit mignon, et pour l'alléger, ce serait bien d'avoir des espaces vides, en un robot qui existe et qui est plébiscité par les gens. On l'a mis chez Leclerc le mois dernier, en concurrence avec une borne d'information classique qui a un écran sur pied qui ne se déplace pas, etc. Et donc notre client a mesuré le nombre d'interactions, le nombre de personnes qui ont joué au jeu promotionnel qui était sur le robot et sur la borne. Et il y a eu 30 fois plus de personnes sur le robot. Donc comme quoi notre doigt mouillé, qui est entre guillemets, c'est pas un vrai doigt mouillé, hein, c'est une vraie expérience de personnes qui bossent dans la robotique depuis 10 ans et qui ont vu des gens interagir avec des robots. Donc ça nous permet à nous d'avoir un certain nombre de prérequis, de connaissances, de savoir-faire qui nous permettent de faire en sorte que les robots qu'on fait soient acceptés par les gens. Donc notre expérience nous a permis de designer ce robot-ci, qui est extrêmement adorable et attachant. Moi, je me définis comme la maman de ces robots. On en a 4. Il y a le 5e qui est en train de naître, qui va naître à la fin de la semaine. Donc pour dire qu'on est extrêmement attaché à ces créatures de plastique et de métal, grâce justement à la forme qu'on leur fait. Et la forme, au final, est le reflet de notre expérience, de notre savoir-faire. Et on essaye aussi de faire en sorte que l'acceptabilité de ce robot ne soit pas seulement en Europe, mais partout dans le monde. Donc, notre expérience de roboticien fait que si un robot est accepté en Europe, il est accepté partout dans le monde parce qu'on est les plus durs. Je complète un peu ? Ouais. Excuse-moi, c'est gentil. Juste pour compléter un peu avec le point de vue IA, enfin intérieur du robot au sens programmation du terme. Donc chez Humano, en fait, on fait radicalement pas l'inverse, mais on n'a pas la même démarche. Nous, on travaille avec des robots qui existent déjà. Donc, on les choisit évidemment, ceux avec lesquels on travaille, en fonction de tout ce que vient de raconter Jade sur le form factor qui est hyper important. Par exemple, on travaille avec Pepper, qui est attachant parce qu'il a une bonne bouille, il a des bras, et quand il bouge les bras, ça fait rire les gens. Mais il y a plein d'autres critères. Mais ce qu'on essaye de faire, nous, c'est décoder les codes, les codes de l'interaction, ouais, c'est exactement ça, entre un robot et un humain. Et pour ça, on se base sur les codes de l'interaction entre les humains. Déjà, ce qui est pas génial, c'est que même les sociologues nous expliquent qu'on ne les connaît pas tous, ces codes. Donc on ne peut pas vraiment s'inspirer uniquement de ça. Et en fait, ce que fait la team chez Humano, c'est que ça fait 2 ans et demi, enfin 3 ans maintenant qu'on bosse avec des robots et des gens. Et en fait, on développe des applications et on les met dans les mains des gens et on va voir ce qui se passe. Et il y a une team géniale, il y a 3 membres qui sont présents dans la salle là. Et je profite pour faire un peu de pub, vous pouvez aller les voir sur l'atelier Robomix. Et voilà, ils secouent, ils lèvent les mains là. Vous pouvez aller les voir sur l'atelier Robomix et essayer les robots et vous comprendrez en fait, juste en regardant, que ce qu'on attend d'un robot en matière d'interaction, c'est pas forcément exactement la même chose que ce qu'on attend d'un humain. Et qu'aujourd'hui, on est au balbutiement de la robotique sociale, que personne ne sait vraiment exactement ce qu'il faut faire, ni les gens qui font ça tous les jours, ni les chercheurs dans leur labo de recherche. Et que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on construise ça ensemble et qu'on définisse aujourd'hui ce qu'on a envie que les robots de demain fassent. Non, si vous avez plein de questions, je ne vais pas déranger. Non, mais comment on passe de ce robot-là à la série Real Humans, vous voyez, où il y a des androïdes qui nous ressemblent? Non, mais c'est possible, c'est combien d'années? Allez, dites une année, dites un truc. Allez. Ok, tu veux une année? 27. Non, je te donne pas le millénaire. Non, mais au feeling, qu'est-ce qui bloque en fait pour arriver à ça? Les robots de Real Humans. Tout le monde situe Real Humans, série de science-fiction suédoise, quelque chose comme ça? Ouais, suédoise. Ou les danoise, désolé. Où les robots sont quasiment indiscernables des humains, sauf qu'ils ont une prise USB, quoi. C'est la seule différence. Et ils ressentent. Alors, écoute, ces robots-là, ils vivent, ils meurent, ils ont des émotions, ils ont des dans la série, hein, j'entends. Ils ont des émotions, ils ont des sentiments, ils ont une capacité d'abstraction, une capacité de généralisation. Ils peuvent être blessés, ils peuvent souffrir. Et je crois que je viens de te lister les barrières. C'est des décennies, bien sûr. Le débat sur les robots qui seraient nos équivalents ou pire, qui prendraient
le contrôle du monde et qui éradiquerait l'espèce humaine est un débat qui, selon moi, pour l'instant, est infondé. Il y a des dangers de l'intelligence artificielle qui sont beaucoup plus réels et beaucoup plus présents dans notre quotidien, dont il faudrait qu'on se préoccupe. Mais le robot conscient, c'est pas pour demain. C'est bien d'en parler, c'est bien d'avoir une discussion éclairée sur le sujet. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on entend beaucoup de bêtises sur le sujet. Les gens en parlent parce qu'ils ont... En fait, le problème qu'on a tous, c'est qu'on est complètement... Et je m'inclus dedans. Hein. On est complètement formaté dans notre vision des robots et de l'intelligence artificielle par Hollywood. Et Hollywood ne donne pas une réalité ni des problèmes de la robotique, ni des solutions qu'on sait apporter actuellement. Donc on ne peut pas avoir un débat éclairé si on a dans la tête que les robots et l'intelligence artificielle, c'est Terminator, Jarvis, R2D2. Les robots, c'est Easy et c'est Cosmo. OK ? Voilà. Et avec tout le respect que je dois à Easy, encore une fois, et c'est Pepper, c'est ce genre de robot. Donc je pense qu'avant de se préoccuper de est-ce qu'on aura un robot conscient qui vivra, qui mourra, qui sera capable d'évoluer au fur et à mesure de sa vie, qu'on pourra éduquer, qui deviendra un membre de notre famille, dont on pourra tomber amoureux, j'en passe des meilleurs, on devrait se poser des questions beaucoup plus immédiates sur qu'est-ce qu'on sait faire en intelligence artificielle aujourd'hui, quelles sont les questions éthiques que ça pose, quelles sont les valeurs que l'on transmet dans les algorithmes d'intelligence artificielle, et une fois qu'on sera suffisamment adulte pour en parler entre nous, on se préoccupera du problème de la conscience. Mais c'est pas pour demain. Je vais apporter un complément à ce que tu as dit, du côté fabricant de robots, parce qu'au final, nous, c'est ce qu'on fait. Et la question, c'est, est-ce que l'on veut les robots de Real Humans avec nous? Et moi, très clairement, je n'en veux pas. Et c'est une posture qui est globalement partagée. C'est-à-dire, à part au Japon, où nous avons le professeur Ishiguro qui a construit un androïde qui lui ressemble. Et en fait, comme il a construit cet androïde qui lui ressemble il y a 10 ans, le professeur Ishiguro s'injecte du Botox pour ne pas vieillir et continuer à ressembler à son androïde. C'est quelque chose qui est plutôt à part dans la communauté robotique mondiale. On est en train d'évoluer, en fait, parce que la robotique, c'est quand même un champ de recherche et d'application qui est assez récent dans l'histoire de l'humanité. Donc on est parti d'abord avec les robots industriels, et après on a essayé de faire des robots qui ressemblent aux humains, parce qu'on a tous tendance à un peu se prendre pour Dieu, et puis à penser que l'humain est la créature parfaite. Alors que non, on est la créature la plus imparfaite qui soit. Et donc, on est en train de se réveiller un petit peu de ce doux rêve et en train de prendre conscience qu'un robot n'est bon que s'il répond à un usage précis et que s'il est fabriqué et sa forme sert cet usage précis. Donc, justement, on est en train vraiment de se détacher de ce doux rêve à la Real Humans, tout du moins en Europe et en Amérique, parce que le Japon ayant une culture extrêmement différente, ils sont plutôt en train de s'en rapprocher. Tant mieux pour eux, si ça leur convient. Mais de notre côté, on est vraiment en train de s'en détacher parce que ce n'est pas ce qui nous convient. Et surtout, la technologie est à des années-lumière de ce qu'on peut faire. Voilà. Rien qu'au niveau miniaturisation des composants qu'il y a à l'intérieur d'un robot, on n'arrive pas à faire passer un moteur dans un doigt. Ou alors... votre doigt est capable de lever 1,5 g maximum, quoi. Voilà. Et ça rejoint une question qu'on avait eue. Le robot social doit-il vraiment avoir forme humaine ? Non. Voilà. Voilà. Hop là. Je dirais, on vous a fait monter sur scène pour nous poser des questions, allez-y. Alors moi, ma question, c'est comment on programme un robot et est-ce qu'il ne peut pas se programmer tout seul? Alors, je commence, parce que c'est mon dada en ce moment, vu que je suis en train de recruter un développeur full stack HTML, CSS, JavaScript, qui bosse avec de Vue.js comme framework. Coucou. Voilà. Alors, un robot, comment ça se programme? Ça dépend. En fait, c'est une question à la Normand un petit peu. Il n'y a pas de réponse précise parce que chaque fabricant de robot choisit la manière dont se programme son robot. Et pourquoi est-ce que je suis à Blend Web Mix? C'est parce que moi j'ai décidé que mon robot se programmait avec des technologies un peu utilisées un petit peu partout, et donc on pourrait programmer mon robot comme on fait un site web. Voilà.
Donc, mon robot a des API, on peut le programmer avec une API JavaScript ou avec une API Python, hein, c'est comme vous voulez. À l'intérieur, donc il y a 3 couches. Il y a entre guillemets, il y a le bas niveau qui permet de faire la liaison avec tout le hardware. Donc, c'est un code invitable qui permet de faire la liaison avec la batterie, avec les moteurs, avec les capteurs, etc., qui remonte des informations à un middleware, et ensuite vous pouvez ajouter du haut niveau dans des langages qui sont un petit peu plus compréhensibles pour le commun des mortels. Voilà, ça c'est la question, c'est la réponse courte. Mais je pense qu'Amélie, elle a une réponse longue, parce que son dada, c'est l'intelligence artificielle développementale, et c'est de faire en sorte que le robot puisse apprendre à se programmer par lui-même. Clairement, on n'en est pas là, mais c'est passionnant. Alors, comment on programme les robots comme on peut. J'aime bien ce genre de réponse qui n'apporte aucune information. En fait, je le redis, hein, le champ de la robotique sociale, c'est un champ qui est très jeune. Et actuellement, on a à peu près autant de plateformes de dev qu'il y a de robots. Donc, pour ceux qui aiment un peu la technique, on a des robots qui se programment sous Android, on a des robots qu'on programme en Python, on a des plateformes en C, en machin, en truc, en bidule. Et c'est ça qui rend l'accès à la robotique sociale un peu difficile, c'est que si vous voulez travailler avec 3 robots différents, il y a de fortes chances qu'il vous faille 12 logiciels sur votre PC et maîtriser 28 langages de programmation. Voilà, ça c'est la réponse technique bas niveau. Après, si on monte un petit peu dans le conceptuel et qu'on commence à parler d'intelligence artificielle, il y a un constat qui est très facile à faire, et tous ceux qui sont un peu tech dans la salle l'ont déjà fait à un moment ou un autre, c'est qu'on ne peut pas tout prévoir dans la vie, et quand on développe un logiciel, on ne peut pas faire un logiciel qui va être capable de s'adapter à toutes les situations. Or, si on veut faire un robot social, a priori, ce qu'on veut faire, c'est un robot qui soit capable de s'adapter à beaucoup de situations, peut-être pas toutes, mais beaucoup. Et il n'existe pas de programmeur suffisamment bienveillant et avec une vie d'une durée infinie pour faire le programme scripté qui va permettre d'atteindre cet objectif. Donc, il nous faut un plan B. Ce plan B, c'est de faire des robots qui soient capables de s'adapter et d'apprendre au fur et à mesure du temps. Alors, il y a déjà des algos qui apprennent. Vous avez tous, je suis sûre, un lecteur de musique préféré qui apprend vos goûts musicaux au fur et à mesure. Cette forme d'apprentissage, ça revient à fixer des valeurs pour certaines variables, à faire tourner un petit réseau, un machin, un truc, un bidule. Ça apprend des préférences selon un modèle qui est prédéfini à l'avance. Pour les robots sociaux et en général pour l'intelligence artificielle, c'est un petit peu plus compliqué parce que même le modèle que l'on cherche à apprendre, on n'est pas capable de le prévoir. Donc il ne faut plus seulement faire des mécanismes qui soient capables d'apprendre des valeurs, mais il faut faire des mécanismes qui soient capables d'apprendre des séquences d'actions. Et ça, c'est un concept d'intelligence artificielle qui s'appelle l'autoprogrammation. C'est un concept à la fois passionnant, parce que ça veut dire que si on arrive à faire ça, si on arrive à implémenter des véritables algorithmes capables d'autoprogrammation, bientôt, on n'aura plus besoin de programmer les robots, on pourra les éduquer. C'est-à-dire que nous, les développeurs d'app, on pourra livrer des applications vierges, et puis vous récupérerez votre robot à la maison, puis vous l'entraînerez à faire ce que vous avez envie qu'il fasse. Un peu comme vous éduquez votre chat, par exemple. Ça ne marche pas avec les chats, mais c'est pour ça qu'on le fait avec les robots, on a plus d'espoir. Voilà, donc ça, c'est un vrai sujet de recherche, donc c'est passionnant, c'est aussi un peu dangereux, parce que ça pose la question de... est-ce qu'on est sûr de maîtriser les limites de ce que le robot va pouvoir apprendre? Donc évidemment, quand on travaille sur ce genre de sujet, on se pose des questions éthiques. Mais de mon point de vue, c'est l'avenir de l'intelligence artificielle. Je vais faire un complément au complément. C'est-à-dire que pour moi, en tant que fabricant de robots dans le secteur du B2B, c'est-à-dire que moi, mon robot, il n'est pas mis dans une maison, il est mis dans un lieu public. Pour l'instant, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire parce que quand je livre un robot, je dois pouvoir prouver son comportement de A à Z à mon client. C'est-à-dire que je dois pouvoir dire à mon client, si mon robot a réagi comme ça, c'est parce que. Et donc, à partir du moment où le robot commence à se programmer tout seul, je ne peux plus expliquer à mon client. S'il a réagi comme ça, c'est parce qu'il y a 3 gamins qui lui ont appris des gros mots. C'est pas possible. Ça, je peux pas. Ça, vous pouvez le faire dans une maison. Voilà, c'est la responsabilité des parents de savoir si leur enfant apprend des gros mots et des gestes bizarres à leur robot. Mais dans un lieu public, ce n'est pas possible parce que ça impacte d'autres personnes que juste la sphère privée. Donc il y a tout un champ des possibles qui s'ouvre et surtout,
la manière de programmer un robot dépendra de la visée du robot et de son lieu d'application. Alors je rebondis un petit peu sur ce que vous avez dit là. Et j'aimerais bien un petit rappel, moi, des 3 lois d'Asimov. Est-ce qu'elles peuvent nous sauver, les 3 lois d'Asimov? Alors, petit rappel, les lois d'Asimov ont été écrites dans les années 50. Les 3 lois d'Asimov sont le socle sur lequel sont bâties toutes les nouvelles des robots d'Asimov. Et donc, s'il y a 1500 pages de nouvelles, c'est que ces 3 lois ne marchent pas. Chacune des nouvelles d'Asimov prend pour partie de montrer justement une faille des 3 lois. Donc non. Voilà. Donc non, ce n'est absolument pas... Moi, c'est la question que je posais quand j'étais étudiante. Je me rappelle la première fois que je l'ai posée à un roboticien. C'était au festival du film Paris Science, et puis il y avait un des fondateurs d'Aldébaran qui montrait le robot Nao en train de danser en plein milieu d'un amphi, un petit peu comme ça. Et puis moi, avec toute la fougue de ma jeunesse, je pense poser une question que personne n'a posée avant, je lève la main. Est-ce que ce robot est programmé selon les 3 lois d'Asimov? Je pense que je l'ai tué sur place. Donc c'est une question qu'on a souvent, nous, à peu près une fois par semaine. C'est une question, malheureusement, qui m'exaspère un peu, parce que ça fait appel à la culture populaire, mais nous, en tant que roboticiens, on n'essaye absolument pas de mimer les 3 lois d'Asimov, même en y ajoutant la loi 0 qui est censée résoudre tous les problèmes. Parce qu'au final, on essaye de faire des robots qui soient robustes, intrinsèquement safe, sans avoir de loi codée très très haut niveau, mais plutôt de notre côté de fabricant de robots, plutôt que du côté mécanique. Jamais un robot ne puisse faire de mal à un humain par des choses extrêmement basiques. Oui, c'est une question intéressante. Très récemment, il y a Stuart Russell, qui est un grand papa de l'intelligence artificielle. C'est un des 2 auteurs du bouquin qui fait référence en intelligence artificielle, qui a démonté les 3 lois d'Asimov. Mais c'était ce que faisait Asimov aussi, de démonter ses propres lois. En disant que... donc les lois, c'est dans l'ordre que le robot ne doit pas porter atteinte à l'être humain. Donc loi 1, le robot ne doit pas porter atteinte à un être humain. Loi 2, le robot, par son inaction, ne doit pas porter atteinte à un être humain. Loi 3, le robot doit se protéger lui-même. Voilà, exactement. Et du coup, Russell dit, si on applique ces 3 lois et qu'on fabrique un robot, par exemple, dont la mission est d'aller nous chercher le café, le robot va se rendre compte que s'il est éteint, il ne peut pas aller chercher le café. Donc il ne peut pas accomplir sa mission. Donc il ne peut pas être éteint. Donc il va désactiver son bouton d'extinction. En désactivant son bouton d'extinction, il rentre en contradiction avec la loi qui... Alors parce qu'Asimov décline en fait ces lois et explique les impacts. Et donc en faisant ça, il peut potentiellement rentrer en conflit avec un objectif de l'humain qui est d'éteindre le robot. Résultat, ce robot va désactiver son bouton d'extinction parce que s'il est mort, il ne peut pas aller chercher le café. Et Russell dit en fait, cette construction de loi est intenable et on ne peut pas l'appliquer. De toute façon, il n'y a pas de moyen matériel de l'appliquer en robotique. Par contre, ce qu'il dit, c'est que, en fait, et ça revient, ça boucle avec ce que disait Jade tout à l'heure sur est-ce qu'on veut des robots à la Real Humans? Non. Qu'est-ce qu'on veut, en fait? Il ne faut pas oublier que ce qu'on fabrique doit être à notre service. Donc Russell propose une théorie qui est il appelle ça l'IA compatible avec les humains. C'est-à-dire de faire une forme d'intelligence artificielle dans laquelle on s'assure que ce que l'on produit va nous rendre service et ne va pas poser de risque. Et donc il propose des lois alternatives en disant comment on fait en fait pour s'assurer qu'on transmet les bonnes valeurs dans les intelligences artificielles et qu'on fait en sorte que ce qu'on produit va toujours nous rendre service et va toujours faire passer notre intérêt avant l'intérêt propre de la machine. Moi, je pense que de toute façon, construire des lois n'est pas une solution. C'est pas par des lois et des principes que l'on va réguler l'implémentation de l'intelligence artificielle dans les robots, c'est par des valeurs. Et la question, c'est comment on
décident collectivement de ces valeurs. Il faut qu'on surveille les points. Je voulais juste ajouter qu'actuellement, les problématiques que rencontrent les robots dans la vraie vie sont largement loin de ce que nous sommes en train de discuter ici. Voilà. Hop, alors attendez, hop, voilà. Ça, c'est une problématique d'un robot dans la vraie vie. Ça, c'est un robot livreur de n'importe quoi. Par exemple, livreur de pizza pour Allo Resto à Londres. Sa problématique, c'est pas de savoir si les 3 lois sont implémentées, c'est de savoir quoi faire quand on est en automne. Parce que tous les tests ont été faits au printemps et en été. Voilà. Donc lui, sa problématique de la vraie vie, c'est je roule sur le trottoir, mes capteurs ne détectent pas qu'il y a des feuilles, on ne sait pas pourquoi, normalement ils auraient dû. Et puis à un moment, je me retrouve juste bloquée parce que la masse de feuilles qui est devant moi m'empêche d'avancer. Voilà, ça c'est sa problématique de robot dans la vraie vie. Et deuxième problématique de robot dans la vraie vie, c'est celui-là. C'est problématique un petit peu bizarre, puisque le robot n'a pas obéi à la potentielle 3e loi d'Asimov, vu qu'il est allé se cracher dans une fontaine d'un centre commercial. C'est pareil, de la poussière sur ses capteurs qui ont fait qu'il n'a pas détecté les marches de la fontaine et que doucement, pesant 150 kg, il a basculé dans l'eau. Il a fallu 3 personnes pour le remettre d'aplomb et puis le renvoyer. Voilà. Et donc ça, c'est un robot qui fonctionnait sans problème depuis 1 an dans le centre commercial. Sa problématique de la vraie vie, c'est pas les lois d'Asimov. Sa problématique de la vraie vie, c'est la vraie vie, en fait. Ouais. On a jusqu'à midi. On prend une dernière question J'adore cette photo. Alors, il y a une question. À quels besoins répondent les robots sociaux et vont-ils dépasser l'effet waouh? Les besoins réels, quoi. Je ne sais pas si vous êtes bien placé pour... Alors, moi, en tant que constructrice... je vais mettre une autre image, du coup. En tant que constructrice de robots sociaux, voilà. Moi, ce que je veux, c'est justement dépasser l'effet waouh. Parce qu'en fait, l'effet waouh, c'est bien, mais ça ne va pas faire en sorte que mes robots vont être partout dans le monde. Ça, c'est une réflexion très pragmatique d'entrepreneur. Pour que mon robot Easy puisse être partout dans le monde, il faut que je prouve son utilité. Et au final, c'est pour ça que pour moi, je ne l'appelle pas robot social. Ça, c'est la thématique générique. Mais quand j'en parle, c'est un robot borne d'accueil interactif et mobile. Donc, qu'est-ce qu'il va remplacer? Il ne va pas remplacer les humains, il va remplacer les bornes pas trop interactives et pas trop mobiles qui accueillent vachement mal les gens parce qu'elles sont toujours mises au fond du centre commercial. Donc, moi, ce que je veux, c'est prouver le retour sur investissement du robot. Et du coup, ce que je veux faire, c'est qu'il délivre une information. Oups, voilà. Ça, c'est quand il est en centre commercial. C'est justement la fois où il est 30 fois plus efficace qu'une borne d'accueil classique. Merci à la régie pour le son. Voilà, donc en fait, ce que je fais moi au quotidien, c'est justement dépasser cet effet waouh, montrer que ce robot est utile, c'est-à-dire que ce robot apporte de la valeur. Et il n'apporte pas de la valeur en étant un robot, il apporte de la valeur en se déplaçant et en attirant les gens, et en ayant une application efficace sur son écran pour que mon client final soit content. Voilà, mon client, ce n'est pas les gens qui passent devant le robot et qui jouent avec, mon client, c'est la personne qui me l'a acheté. Ça, c'est réflexion très pragmatique encore. Mais actuellement, dans la robotique, on a besoin d'être pragmatique pour justement passer au niveau supérieur et faire en sorte que nos robots soient utilisés un petit peu partout. Voilà. Donc, on essaye vraiment, et on y arrive, de dépasser cet effet waouh. Voilà. Moi, mon robot, il fait pas de danse. Il bouge pas les bras parce qu'il en a pas, parce qu'il en a pas besoin en fait. Il n'a pas besoin de bras pour être efficace. Donc c'est ça. C'est faisons des robots qui sont efficaces. Faisons des robots qui apportent une valeur ajoutée à nos clients. Faisons des robots en pensant aux problématiques de nos clients et à la manière de les résoudre. C'est-à-dire faisons des produits et non pas des robots. Et comme ça, on dépasse cet effet waouh. J'ai un avis un petit peu différent, pas opposé, mais un petit peu différent. Nous, les humains, parmi nos nombreux défauts, on en a un qui est qu'on ne peut pas stopper le progrès technologique et qu'on essaiera toujours d'aller plus loin, de faire toujours mieux, toujours plus haut, toujours plus fort.
Et donc, forcément, oui, il y a un jour où les robots n'auront plus cet effet waouh, ils seront devenus utiles, mais on aura un effet waouh sur autre chose. Ça, c'est acquis. Il n'y a pas de débat. Bon, on est d'accord là-dessus. Après, qu'est-ce que ça veut dire dépasser l'effet waouh? Ça veut dire avoir réussi à faire des robots sociaux qui sont utiles dans la vraie vie. Et moi, si je travaille là-dedans, c'est parce que j'ai vraiment envie qu'on y arrive, et en particulier pour les personnes âgées. C'est nos futurs nous, mais aussi les personnes âgées de notre entourage. Parce que si on arrive vraiment à atteindre cet objectif de faire un robot qui peut aider à des tâches de base, mais qui peut aussi divertir, qui peut lutter contre l'ennui, qui peut accompagner, qui peut stimuler intellectuellement une personne âgée, ce qu'on peut réussir à faire avec ça, c'est prolonger, je ne dis pas résoudre, mais prolonger le temps de présence de la personne âgée chez elle. C'est un enjeu économique, je ne vous sortirai pas les chiffres, je ne les connais pas par cœur, parce qu'une personne qui peut rester plus longtemps chez elle coûte moins cher à la société. Mais c'est surtout un enjeu social. C'est hyper important de pouvoir faire tout ce qu'on peut pour aider notre entourage, nos parents, nos grands-parents, à garder le plus longtemps possible cette dignité de pouvoir rester à la maison. Et on est dans une société vieillissante. Alors au Japon, ils sont frappés de plein fouet par cette réalité. En Europe, on commence à prendre la pente de cette société vieillissante. C'est un problème qui est de plus en plus présent dans notre quotidien. Et si par la robotique sociale, on peut apporter un élément de réponse qui permet d'accompagner un peu plus longtemps les personnes âgées, de continuer à les divertir, les stimuler intellectuellement pour retarder l'arrivée des problèmes cognitifs qu'on connaît bien, Alzheimer, et j'en passe et des meilleurs. Rien que ça, rien que ce petit détail, l'enjeu de dire je peux garder une personne 3 mois de plus chez elle grâce à un robot social, ça suffit à justifier des années de recherche, selon moi. J'ai d'autres questions, si vous voulez. Nous, on est capable de continuer encore pendant 3 heures, mais si l'organisation veut qu'on arrête, on arrête. Sinon, on peut prendre peut-être une autre question. Moi, j'ai une question, parce que là, le robot, il est dans l'espace public, et chez soi, il y a le problème des données, je crois. C'est-à-dire qu'il va nous filmer, nous entendre, il est gavé de capteurs. Il y a forcément des gens au bout de la chaîne techno. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces données? Comment savoir qui nous regarde et qui nous entend? Alors voilà, nous, robots dans l'espace public, les données sont stockées uniquement sur le robot, anonymisées, et ensuite on les mouline et on ressort des datas et des chiffres bruts. C'est-à-dire que jamais, quand le robot reconnaît un visage, il reconnaît un visage d'un être humain, mais il n'associe à aucune autre donnée. Voilà. Chez nous en tant que constructeurs, parce qu'on est français et parce qu'on a aussi cette logique-là. Voilà, on fait attention. Moi, avant de faire du robot, j'étais dans les sites web. Donc la CNIL, pour moi, c'est quelque chose d'assez fort. Donc dans notre logique, c'est ça. Les données ne sortent pas du robot, et si elles sortent, c'est uniquement sous forme de chiffres et anonymisées. Voilà. Et après, pour le robot qui est à la maison, c'est un petit peu la problématique de Google Home, Alexa et tous les autres assistants qui, au final, s'allument quand on leur parle, mais pour pouvoir s'allumer quand on leur parle, ça veut dire qu'ils nous écoutent tout le temps. Et moi, ce pourquoi je milite en tant que fabricante de robots et intégrateur de technologie, c'est que quand un consommateur achète une technologie identique à celle-ci, il sache exactement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, quand est-ce qu'il est écouté, ce qui se passe. Vraiment. Qu'on ait une espèce d'échelle nutritionnelle des objets technologiques avec de la robotique qu'il y a dedans, qui permettent au consommateur de savoir exactement ce qu'il fait entrer dans la maison. Pour l'instant, ça n'existe pas, parce que c'est trop nouveau, parce que personne ne se pose la question, parce que les lois en place ne sont pas encore là. Mais j'ose espérer qu'un jour, ce sera le cas. Moi, j'ai pas beaucoup d'éléments à apporter, enfin de compléments à apporter. Pour les robots, c'est exactement la même problématique que pour n'importe quel autre service. C'est vraiment à vous d'être curieux de savoir ce que vous utilisez et d'avoir conscience de ce que vous faites de vos données. Il y a de nombreux constructeurs, fabricants d'applications qui font ce que nous on fait chez Umano, à savoir du privacy by design, c'est-à-dire qu'on se pose la question dès le début de ce qu'on va faire des données.
On peut expliquer à nos clients ce qu'on fait de leurs données, et, décider avec eux si on les partage, si on les remonte dans le cloud, si on les remonte pas dans le cloud, est-ce qu'on l'utilise pour entraîner nos algorithmes, et ainsi de suite. Mais c'est à vous, en tant que consommateur, de décider quel robot vous allez acheter ou pas acheter en fonction de ce qui sera fait de vos données, comme c'est à vous de décider si vous utilisez Twitter, si vous utilisez Gmail, si vous utilisez n'importe quel service. Interrogez-vous sur ce qui est fait de vos données. Il y a la régie qui nous dit qu'il faut arrêter. Donc, je profite d'avoir le micro dans les mains pour remercier nos invités sur scène pour vos questions.